Donc, merci. Avec Hervé, on va modérer cette table qui est vraiment dédiée à la réglementation européenne. On est tous au courant, on ne va pas se répéter. Oui, on ne va pas répéter hein, les textes. Hein, vous avez compris qu'on a un paquet autour des paiements, hein, qui est la DSP, le nouveau règlement qui entérine ce qui était dans la DSP précédente, l'Instant Payment, et puis les textes autour de l'euro numérique, hein, puisqu'il y a et du cash, puisqu'il y a des notions de cours légal pour le cash. C'est la première fois qu'on a une telle harmonisation des réglementations sur le cours légal du cash au niveau européen, et il y aura une notion unique de cours légal pour l'euro numérique aussi au plan européen, plus un texte sur l'euro numérique qui fixe les règles, enfin, si le Parlement l'approuve et le Conseil des chefs d'État et de gouvernement l'approuve, un texte qui fixe les modalités pour un éventuel, c'est le terme indiqué, pour un éventuel euro numérique au plan européen. Corinna, je te laisse commencer cette table ronde. Oui, tout à fait. Donc, nous avons pensé un peu l'animation autour de cette table ronde autour de 3 grandes thématiques, c'est-à-dire, comme vient de le rappeler Hervé, sur les nouveaux projets de réglementation de la Commission européenne, en faisant un rappel et en demandant à nos intervenants un peu leur position. Ensuite, la construction d'un espace européen numérique unique et harmonisé, en pensant, en sachant, en demandant si ces nouvelles réglementations sont suffisantes pour construire un espace européen unique et harmonisé, avec les priorités pour converger à cela, les manques éventuellement et les attentes. Et on va finir avec une question assez structurante. Comment soutenir ces grands projets européens avec tout le déploiement qu'on connaît aujourd'hui et qui va se mettre en place avec le paquet réglementaire? Mais d'abord, je me retourne vers Gabriel Cumange. Est-ce que, Gabriel, vous pouvez nous donner vos premières réactions? On ne va pas vous demander de nous citer tout ce qui contient les directives parce que c'est un peu laborieux, et que vous les connaissez aussi très bien, et de nous rappeler les positions du Trésor français. Merci beaucoup Corinna. Donc je comprends que vous avez eu déjà pas mal de discussions ce matin, donc effectivement je vais pas rebalayer tous les textes. Je risque de me répéter un peu par rapport à ce que je vous avais dit à la dernière édition du forum aujourd'hui. Non, écoutez, je pense que le point important à retenir du paquet, c'est bien pensé par la Commission européenne comme un paquet. La première chose, c'est que côté autorité française, on est content qu'il y ait un paquet. Et de ce point de vue-là, j'insiste sur le fait que l'existence à la fois de tous les éléments, que ce soit sur le cash. Alors, il y a une ambition d'avoir une réglementation harmonisée. Je pense que les négociations vont pas être simples, puisque on va devoir rentrer dans le détail des différences de pratiques nationales, et ça va être un peu compliqué. Ça va être sur une négociation en soi, sur le cours légal des espèces. Mais le fait qu'il y ait le cash, qu'il y ait la refonte, et honnêtement, je trouve que la base de départ posée par la Commission est plutôt pas mal, de la DSP2. Parce que ça va nous permettre d'ouvrir un certain nombre de points, on va y revenir, qui permettront en gros de tirer les leçons de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché dans la DSP2. Que ce soit sur l'ambition d'un marché intégré, on y reviendra dans la deuxième partie de la table ronde, ou que ce soit sur les problématiques d'open banking. Et comme vous avez vu, il y a un petit compagnon nouveau dans le texte, dans le paquet d'hier, qui n'est pas un sujet paiement, mais qui est un sujet data, qui est celui de l'open finance. Et je pense qu'il va y avoir un gros travail à faire, et de ce point de vue-là, le secteur des paiements et le secteur bancaire ont beaucoup à apporter, qui est de tirer les leçons de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, en termes de circulation des données, pour voir comment faire différemment probablement sur l'open finance. Et donc ce texte DSP2, pour moi en fait le texte central de la proposition de la Commission hier, c'est les deux textes sur la DSP2. Enfin donc c'est appelons ça le paquet DSP3. Il faudra qu'on voit quel terme l'emporte, parce que c'est vraiment celui qui donne d'abord il est à l'échelle du marché unique, du marché intérieur, et deuxième chose, c'est vraiment celui par lequel on va pouvoir prendre en compte les innovations technologiques et les innovations de marché qui sont intervenues depuis la DSP2 qui commence à dater, et qu'on va mettre en place la réglementation de base. Et ensuite, ce qui se passe sur le cash,
C'est un complément utile et à mon avis, il est absolument indispensable d'un point de vue politique pour que l'ensemble de ces travaux de digitalisation de l'économie puissent trouver une place politique, une acceptation. Et tout ce qui tourne autour de l'euro numérique, c'est une manière de répondre à des problématiques de souveraineté ou d'autonomie stratégique européenne. Certains diront d'autonomie stratégique ouverte européenne, bon, toutes les nuances qu'on connaît. C'est une manière de répondre à la problématique de la fragmentation. Mais en réalité, je pense que dans la négociation globale, ce qu'il faut, c'est une approche globale du marché des paiements européens. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on va vouloir l'avoir. Par rapport à ce qui s'est passé il y a 10-15 ans, je pense qu'on va avoir, en tout cas côté autorité française, une approche beaucoup plus industrielle et pas uniquement une approche de réglementation et de bénéfices pour les utilisateurs et les consommateurs. Et ça, c'est franchement un enseignement clé de ce qui s'est passé sur le marché des paiements européens depuis 10 ans et de l'irruption de nouveaux acteurs. Quelque part, c'est au vu du paquet global et au vu des équilibres globaux qu'on peut trouver avec le Parlement et au sein du Conseil, que les curseurs précis sur l'euro numérique et sur est-ce que la BCE fait plus ou moins de choses vont pouvoir être calés. Parce qu'on ne peut pas le penser indépendamment du marché dans lequel l'infrastructure euro numérique, qui peut aller d'une infrastructure sous-jacente vraiment très en fond de couche jusqu'à dans l'exploration qui est faite à ce stade par la BCE, des choses beaucoup plus directement dans le marché avec des interfaces utilisateurs. Ça s'insère évidemment dans le cadre d'une réflexion globale sur le marché des paiements européens par rapport aux deux objectifs clés que je disais, défragmentation et autonomie stratégique. C'est via l'autonomie stratégique, mais aussi via la défragmentation qu'on pense qu'il faut vraiment penser la dimension industrielle. Voilà, avec ça, je vous ai répondu et pas répondu, mais ça me permet de vous laisser passer la parole aux autres intervenants. Merci beaucoup. Oui, alors on va se tourner d'abord vers les deux représentants d'associations. Jérôme, en tant que représentant de la Fédération bancaire française, et Fanny, en tant que représentante de la FEPAM, donc des établissements de paiement et de monnaie électronique. Jérôme, pour une fois, on donne la parole aux hommes en premier, mais... Alors, Jérôme, première réaction de la Fédération bancaire française à ces textes qui viennent d'être publiés. Bonjour à tous. Merci de l'invitation. Juste pour rebondir sur, comme vient de le dire Gabriel, on a quand même plusieurs textes qui sont... il y a une certaine logique dans l'enchaînement des textes, mais qui en fait s'adresse à différentes thématiques un peu différentes. Il y a le sujet de l'euro numérique, on pourra en parler quelques minutes, il faudra en parler quand même quelques minutes, qui est un peu un animal qui est un peu compliqué à appréhender. Le sujet de la DSP3, c'est et de ce qu'on retire derrière sur le cours légal, avec en parallèle, les questions du cours légal. Je dirais c'est une évolution naturelle de ce qu'on a sur la DSP2 avec la fusion entre DSP2 et directive monnaie électronique. Il y a quand même des points qui nous semblent un peu compliqués à appréhender, notamment sur la responsabilité de certains acteurs, notamment qui incombent aux banques, alors même que notamment sur des cas de fraude qui ne sont pas liés en fait à l'action même de la profession. Donc ça, je pense que c'est quand même un point fondamental qu'il faut vraiment revoir dans le texte. Je pense qu'il y a des acteurs qui ne sont pas intégrés dans la réflexion sur les paiements et qui sont partie prenante aujourd'hui des paiements de manière évidente, ce sont les télécoms. Il va falloir quand même qu'au niveau national et au niveau européen, on intègre les télécoms comme étant un maillon des paiements. Aujourd'hui, hormis le chèque, on ne fait pas de paiement sans les télécoms. Donc il va falloir quand même que chacun prenne sa part de responsabilité et apporte ce qu'il peut apporter à la sécurité de l'ensemble. Ensuite, il y a l'autre texte très important qui est vraiment colossal dans sa mise en œuvre, qui est l'échange de données, le projet, le package FIDA, qui doit s'asseoir sur et en fait capitaliser sur ce qu'on a appris sur la DSP2. Là, je pense qu'il y aurait quand même quelques éléments essentiels à reprendre, avec des difficultés d'approche qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a connu sur la directive service de paiement. Juste pour illustrer, les paiements sont globalement homogènes en Europe, au moins sur les virements prélèvements. Donc on a quand même un compte de paiement qu'on se balade en Allemagne, en Espagne, en Italie, c'est un compte de paiement. Il n'y a que des transactions de paiement.
Dès lors qu'on est sur un périmètre beaucoup plus large qui vise en fait à appréhender les données de l'ensemble du secteur financier, on touche à tous les comptes, livrets, titres, assurances, épargne retraite, enfin on peut aller très très loin, ce qui veut dire que là il n'y a rien d'homogène. Il y a une pluralité d'acteurs et l'organisation d'échange de données, quand les données ne sont pas structurées de manière identique partout en Europe, et je ne sais même pas si c'est au niveau national, elles le sont, avec une pluralité d'acteurs aux besoins et aux capacités de traitement différentes, je ne sais pas comment on fait. Enfin, ça pose beaucoup de questions. Et j'ai cru lire dans le document qu'on avait 18 mois pour faire un scheme. Alors là, enfin, franchement, s'il y en a un ici dans la salle qui sait faire un scheme en moins de 18 mois qui se lève, c'est juste pas possible. Un scheme... Personne n'a levé la main pour le moment. Non, mais franchement, c'est juste ridicule de penser qu'on peut faire un scheme de cette nature. Juste sur le SPA, qui est en fait un scheme qui vient de voir le jour au niveau de l'EPC, qui est un scheme qui vise en fait à traiter l'échange de données à valeur ajoutée dans un périmètre très connu. On est hors DSP2, mais dans le champ des paiements. Donc on est vraiment sur un petit bout des données. Le RPB y a passé 18 mois et le PC, on vient de finir les travaux, on a mis 2 ans. Donc en global, on aura mis 3 ans et demi à faire le job. Et là, on a un sujet d'open finance à mettre en place à 18 mois. Alors là, moi, je ne sais pas... En tant que fédération, je ne veux pas parler pour mes adhérents, mais Frédéric pourra compléter. Je ne sais pas où on se dirige et comment on appréhende le sujet. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. D'abord, Fanny, effectivement. Donc maintenant, établissement de paiement et de monnaie électronique, surtout qu'il y a un regroupement là dans la directive. Il y a un regroupement. Merci pour l'invitation. Déjà la première réaction, je pense que c'est la même que tout le monde. On reçoit plus d'une dizaine de textes. Et moi, je me remémore ce qu'avait dit Éric Ducoulombier dans une conférence. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Très honnêtement, quand on combine la dizaine de textes qui est paru, moi, je pense que ça ressemble quand même plus à long terme, en tout cas, à une révolution qu'à juste une petite évolution. Donc voilà, enfin voilà, et je pense aussi qu'il faut du temps pour digérer les interactions entre tous ces textes, voilà, parce que c'est quand même complexe, sachant que j'ai dit ça en plus en ayant fait l'effort d'en lire certains. D'une manière générale, enfin, je pense que la FEPA et FinTechUR en accueillent favorablement le fait que l'Europe bouge, qu'elle soit dynamique, qu'elle essaie de s'adapter, qu'elle donc propose des évolutions législatives pour faire en sorte que le marché européen soit dynamique. J'ai quelqu'un à ma table qui m'a dit qu'il était étonné parce que le texte est rentré pas mal dans les détails sur le texte qui accompagne la DSP3. Il y a la DSP3 d'un côté et le PSR, le Payment Services Regulation de l'autre. C'est vrai qu'il rentre dans les détails, mais très honnêtement, je pense que la clarté, c'est très utile à tout le monde parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension avec les premiers textes. Et je dirais, pourtant, moi-même, qui ai quand même travaillé dans une banque, qui sont dans une fintech, je mettrais presque au défi quiconque de me dire qui peut maîtriser aussi bien la DSP2, plus les RTS, plus les comptes rendus du CNPS qu'on a eu en France, plus les Q&A de la BE qui sont sortis. Enfin, même avec la meilleure volonté du monde, c'était quand même très compliqué. Et le fait d'avoir 2 textes, la DSP2 et le PSR, qui essaient de tout résumer, c'est peut-être très concret et très, enfin voilà, très pratique et technique, mais au moins, je pense que ça facilitera les échanges entre tous et que ça, c'est une très bonne chose. Bon, j'ai entendu Jérôme dire qu'il faut qu'on soit responsable en matière de lutte contre la fraude. Très honnêtement, je pense qu'on a toujours été clair sur le fait que les établissements de paiement sont tout à fait d'accord pour participer à la lutte contre la fraude et même pour être responsables. Donc, et moi, j'ai quand même vu 2 articles dans la directive, donc je pense qu'ils ont été bien inspirés, qui écrit noir sur blanc qu'en cas de problème, la charge de la fraude, elle est bien sur les établissements de paiement et que s'il y a un problème dans les établissements de paiement, on aura obligation de rembourser. Donc, je pense que ça pourra rassurer certaines banques, sachant que c'est ce qu'on fait déjà concrètement, parce que ce soit ou pas dans les textes, nous avons tous des clients et quand les clients sont fraudés, on a envie de les garder tout bêtement. On se demande pas ce que dit le texte, est-ce qu'on a des liens ou pas avec les banques. On se dit on veut garder le client et donc voilà, on rembourse et sachant aussi qu'on est
régulé. On a la CPR qui nous écrit tous les jours. On a ce plaisir-là. Donc voilà, donc on s'amuse pas avec la lutte contre la fraude et je pense que les articles en tout cas sont assez clairs. Et nous, on n'a aucun problème à aller plus loin là-dessus. En parlant là-dessus, moi j'ai apprécié aussi dans les textes, je le dirais, une clarification sur le GDPR et la DSP2, l'articulation des deux textes, parce qu'on a envie de coopérer, de s'échanger certaines données. Et très honnêtement, quand on entend que on ne peut pas parce que voilà le fraudeur a le droit de s'opposer à la transmission de ces informations, c'est assez frustrant. Donc moi j'accueille aussi tout à fait favorablement l'article qui parle de l'articulation entre la DSP2 et le GDPR et qui indique que oui, on a le droit de coopérer. Je dirais pas peut-être qu'il y a une amélioration à apporter dans sa rédaction, je sais pas, mais il a le mérite d'être là et de poser le sujet. Et peut-être pour conclure, l'euro digital pour les établissements de paiement, c'est loin. Voilà, on travaille pas avec des horizons, les mêmes horizons que dans le domaine bancaire. Donc nous, on se dit c'est loin. On voit bien qu'il se passe des choses. Mais voilà, c'est pas le day-to-day des établissements de paiement. Donc voilà, on regarde, on s'intéresse, on voit les opportunités, on comprend bien les challenges et parfois on se demande même y a-t-il des cas d'usage derrière, pour être tout à fait transparent. Mais voilà, pour nous c'est quelque chose de loin et au milieu il y aura le FIFA, donc tout ce qui est Open Finance, où là. Pour moi, c'est un peu comme si je peux dire la DSP1 ou la DSP2, on va poser des briques. Je suis pas sûre qu'elles fonctionnent tout de suite, donc il y aura sûrement un autre texte après à venir. C'est le début de quelque chose. Merci Fanny. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'on entende les réactions de nos représentants du marché. D'abord avec vous, Frédéric, en tant que directeur général de BPCE Payment Services, qui est un grand industriel. Quelle est votre réaction à chaud à cette publication de la veille de tout ce paquet réglementaire? Merci Corinna, bonjour à tous. Donc en préparant cette intervention, on s'est amusé à regarder ce qui s'est passé depuis le début des années 2000. Et donc avec CEPA en 2002, DSP1 en 2007. Et donc on a un cadre de concurrence qui a été entièrement renouvelé. De ce point de vue-là, c'est assez réussi. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a des nouveaux géants qui sont essentiellement issus du commerce en ligne, qui sont apparus, et en mode over the top. Donc voilà, et globalement en mode over the top et industriel, hein, donc des ICS américains, on en a parlé tout à l'heure. Et je trouve que on n'a pas très bien traité les sujets de souveraineté européenne, qui aussi liés aussi au morcellement qu'on a, et la protection de la vie privée. Et donc nous, on accueille favorablement tout ce qui a trait à ça dans les documents. Donc ça, c'était le propos général. Et sur le propos plus pratique, donc évidemment, je suis en ligne avec ce qui a été dit jusqu'à présent, notamment par Jérôme. Et donc sur l'IP, parce que c'est dedans aussi. Moi, je trouve que l'élément sur la généralisation, c'est hyper important. Donc, comme vous le disiez, je suis en charge de sujets industriels. C'est insupportable d'avoir des banques qui sont pas atteignables, quoi. Je veux dire, c'est l'enfer, quoi. Moi, quand je regarde la qualité de service sur l'IP, qu'il y en a qui passent pas et tout, c'est juste infernal. Donc ça, je trouve que ce côté généralisation, c'est super important. Le check IBAN, on l'accueille évidemment positivement. Mais attention, le check IBAN, c'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre la fraude. Ça dit juste que le nom et le prénom, il correspond à l'IBAN. Ça dit pas que la personne derrière l'IBAN, c'est pas un margoulin, quoi. Donc de ce point de vue-là, il faut rester humble sur ces sujets. Et il y a des gens de l'équipe de la fraude dans la salle, donc ils voient ce que je veux dire. Et nous, on a un gros souci sur l'IP, c'est la rationalisation des filtrages. Et donc, voilà, il faut qu'on arrive à être hyper cohérent là-dessus. Voilà, par exemple, je suis embêté, je peux pas faire quand je fais un virement entre deux banques espagnoles, je dois faire plus de contrôle que quand je fais entre deux banques françaises parce que je suis un Français et ça, c'est pas comme ça qu'on va construire une infrastructure européenne. Ça, c'était le point. Sur la DSP2, je pense que on est super content d'avoir construit le SCA, l'authentification à double facteur et que ça marche bien. Par contre, sur l'innovation, moi, je pense que l'innovation, en vérité, sur ces services-là, elle est arrivée parce qu'il y avait beaucoup d'argent dans les fonds qui ont beaucoup investi.
bon, il y avait un cadre, certes, mais on ne peut pas construire quelque chose d'aussi important sur les échanges de données, tu le disais, sur les modèles, sans avoir que avec les RTS, quoi. Enfin, on construit des systèmes qui doivent intercommuniquer, il faut faire des vrais specs, quoi, pas des RTS. Donc nous, on s'est beaucoup impliqué en France pour que ça sorte. Voilà. Et puis l'autre truc sur DSP2, c'est que franchement, il n'y a personne qui est encouragé à le faire parce qu'il n'y a pas de modèle économique. Donc là, avec FIDA, éventuellement, on va trouver quelque chose. Et ça c'est intéressant. Donc toute cette frustration, à la fois chez les banques, chez les services, hein, Fanny, tu vois ce que je veux dire, et chez vous, aux autorités, ça fait que nous, on a regardé SPA, hein, parce que c'est vraiment... voilà, on va faire des solutions qui marchent. Voilà, donc ce qu'on voit de bien dans la révision de DSP2, c'est que c'est un règlement, comme ça s'appliquera plus simple. Et sur l'euro digital, donc nous on est impliqué, hein, puisqu'on participe au Market Advisory Group et puis au Rulebook Development, au Rulebook Development Group, c'est compliqué à dire. Voilà, bon, après tout ce qui est sorti, nous, ça ne répond pas à la question fondamentale de quel est le modèle des banques commerciales quand il y aura un euro numérique. Et puis bon, il y a plein de trucs qui paraissent assez incohérents. Alors la dernière qu'on m'a racontée, c'est le fait qu'on puisse avoir plusieurs comptes dans plusieurs établissements et qu'il faudra expliquer la limite qu'on donne à chacun pour que la somme des limites soit la limite totale qu'on a le droit d'avoir en euro digital. Enfin bon... c'est comme si on disait que vous avez le droit d'avoir un livret A dans 4 banques différentes et il ne faut pas que la somme dépasse la somme, quoi. Je ne sais pas comment on fait des choses comme ça. Bon, après, on pourra toujours trouver des trucs à pointer. C'est ce qui n'est pas comment dire, nous, l'enjeu essentiel avec ça, c'est quoi le modèle des établissements bancaires. Et puis le temps qu'on va passer à construire ça, on va pas le passer à lutter contre la cohérence, contre la concurrence et faire des choses en France. Donc moi je pense pas que ça soit, désolé de le dire comme ça, mais je pense que c'est pas que ce soit l'urgence. Je pense qu'on a pas mal de sujets de tokenisation, des assets, tout ça à traiter, et je préférais mettre mon argent d'innovation là-dessus. Voilà mes réactions. Merci Frédéric. Donc on va finir sur cette première partie avec la réaction aussi de Bertrand, qui est le directeur général de Marcatel. Donc c'est la vision de commerçants. Oui, Bertrand. merci. Bonjour à tous. Merci de l'invitation. Moi, je vais revenir un peu terre à terre. Hein. Je vais parler du terrain parce que tout ça, c'est bien beau, ces grands projets industriels et réglementaires. Mais il faut qu'ils soient adoptés à la fois par le commerçant et par le consommateur. Donc il faut qu'ils comprennent un petit peu tout ça. Donc on a déjà un gros travail de ce côté-là. Puis je voulais revenir, ça a été dit, sur la situation un petit peu du commerce très rapidement. Hein. C'est pas l'objet de cette réunion, mais la DSP2, ça a été dit, il y avait beaucoup d'argent dans les fonds qui alimentaient tout ça. Aujourd'hui, la situation est quand même un petit peu tendue. La situation dans le commerce, elle est tendue. Il y a la transformation digitale à mener pour tous ces acteurs-là, avec une invention de nouveaux parcours. Il y a une transition environnementale qui fait peser aussi un certain nombre de contraintes sur les acteurs tous, hein, autant qu'on est là, et c'est très bien. Mais ça nécessite des investissements. Alors bref, dans ce contexte un petit peu global du commerce, avec des consommateurs qui payent, qui sont habitués à des gestes et à des pratiques, ça va demander du temps de faire bouger tout cet environnement. On y est favorable, hein. L'instantanéité, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas aller. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Et la place du paiement, on le voit partout dans nos parcours clients de commerçants et dans les activités économiques, quelles qu'elles soient. Hein, la place du paiement, elle change. Hein. D'un mal nécessaire, elle est devenue un maillon absolument essentiel de tout le parcours client. On voit des nouveaux usages, hein, il y a des nouveaux acteurs, le e-commerce a bousculé un certain nombre de positions, des nouveaux acteurs, des nouveaux parcours, aussi bien en proximité qu'en e-commerce, hein, et si possible les deux ensemble. Il y a des nouveaux usages, il y a de l'économie circulaire, il y a le fait de la location plus que la propriété. Tout ça impose des nouveaux parcours de paiement, et ces nouveaux parcours de paiement trouveront certainement des réponses avec les outils qu'on nous propose aujourd'hui. Donc la DSP2 a été un texte absolument structurant, hein, dans l'économie, dans le monde bancaire bien évidemment, mais également pour le commerce.
On a vu un certain nombre, alors il y a les deux volets, le volet sécurité puis le volet API, ouverture, innovation. Sur le volet authentification forte, on a des résultats, hein, ils sont encore, les fraudeurs s'adaptent, il y a encore du travail, et donc j'accueille favorablement cette possibilité effectivement de pouvoir gérer la fraude et échanger plus de données sur la fraude. Ça, c'est plutôt un bon point. J'ai pas lu les textes, hein, mais j'ai lu quelques comptes rendus que Fanny a fait ce matin, donc je les lirai un petit peu plus tard. Ça nécessite du temps. Voilà, donc il y a des stratégies européennes des paiements dont on voit bien là la poursuite, hein, et c'est tout à fait favorable. Il y a un écosystème stratégique également qui impose un petit peu d'aller vers cela en Europe. On était quand même un des grands espaces économiques à ne pas avoir deux solutions de paiement liées à cet espace économique et sous la dépendance d'autres acteurs. Mais in fine, hein, tout ça peut pas rester hors sol. Il faut toujours veiller d'une part à une adoption de ces innovations par les consommateurs et d'autre part la capacité des accepteurs à financer tout ça, hein, et déployer ces nouveaux moyens d'acceptation dans des conditions évidemment économiques favorables. Hein. On n'a jamais été contre un modèle économique lié à l'open banking et au virement instantané. En revanche, il va falloir veiller à ce qu'il soit acceptable pour les commerçants. Voilà. Et puis, faut aussi prendre en compte que c'est un petit point du moment. Hein, l'essentiel des paiements aujourd'hui se fait encore par carte. On a des acteurs cartes qui sont performants et qui assurent la souveraineté au moins nationale. Il faut faire attention à ce que tous ces besoins d'investissement, notamment des banques, ne poussent pas les acteurs vers des grands acteurs américains qui sont plus rentables pour eux, et de préserver notre modèle de souveraineté nationale. C'est pas être passéiste que de dire ça, c'est vraiment une réalité économique et c'est important de le maintenir. Voilà. Merci Bertrand, tu nous permets d'introduire. Voilà, il y a des acteurs qui sont... Bravo. C'est des banquiers. Donc c'est très bien. Alors, effectivement, tu introduis le deuxième thème de cette session, c'est on est en face d'un paquet. Est-ce que ce paquet est suffisant? Est-ce que c'est pas l'occasion d'aller un peu vers un peu de complétude et qu'est-ce qu'il faudrait rajouter pour que, avec ces textes, on ait, in fine, dans 6 mois ou dans 1 an, ou juste après les élections législatives européennes, pour le cas de l'euro numérique, qu'on ait un package qui réponde véritablement à l'ensemble des challenges. On a vu ce matin, Sébastien Raspillier nous l'a dit, il faut soutenir, et Alexandre aussi, il faut soutenir les acteurs européens, voilà. Donc, c'est le deuxième thème. Alors, Corinna. Oui, je me retourne à nouveau vers Bertrand, hein, parce que comme il nous a aidé à faire le passage sur la deuxième thématique, au moins de continuer avec vous sur ce sujet-là. Donc, on voit qu'on a de plus en plus de règles uniques en Europe. Les modèles économiques et de tarification des services pourront émerger, et surtout des solutions pan-européennes, malgré le fait qu'on vient vous entendre, vous militez pour la souveraineté nationale, mais on sait que nos clients sont globalisés, sont européens, donc ils ont besoin un peu aussi des moyens de paiement qui sont plutôt européens. Oui, non, je milite pas pour la souveraineté nationale, je dis que tout cela va prendre du temps et qu'il y a des solutions nationales qui fonctionnent, qu'il faudrait pas fragiliser et pousser les acteurs, qu'ils soient commerçants ou consommateurs, vers des bras moins bienveillants pour l'économie européenne. Voilà, c'est tout. Après, donc je l'ai déjà dit, la DSP2 a un projet extrêmement structurant pour l'écosystème des paiements. Le point du level playing field est important. C'est vrai qu'on a vu avec la DSP2 que c'était compliqué d'avoir une harmonisation européenne de ce texte. Et là, on voit un certain nombre de correctifs, notamment avec ces deux textes, hein, la directive et le règlement, qui vont contribuer certainement à pallier cette insuffisance. Après, il y a l'accumulation des projets réglementaires. Hein, ça fait quand même c'est un paquet. Hein, oui, c'est un vrai paquet, un gros paquet. Il y a un besoin effectivement d'éclaircissement de tout ça. Il y a un besoin de donner de la profondeur à ces textes, hein, dans le temps. Ils sont pas tous avec la même temporalité. On le voit, l'euro numérique, c'est certainement, on voit bien l'intérêt. Après quelques mois de lecture et de réflexion, j'ai commencé à comprendre l'intérêt de cet euro digital. C'est pas forcément évident, et le consommateur va pas le comprendre tout de suite, et le commerçant encore moins. Donc il faut
il faut effectivement lui donner de la perspective dans ses investissements, dans ses projets, et puis donc scénariser un petit peu tout, prioriser, scénariser, donner de la perspective à tous ces textes, et puis essayer de travailler au niveau national. C'est important parce qu'on est sur des textes européens, mais l'essentiel de paiement se font quand même encore au niveau domestique. Et il est important qu'il y ait ce relais européen au niveau national. Le CNMP fait le job. Hein. C'est un cercle très important pour la diffusion de l'information, la compréhension et le partage. Il faut continuer là-dessus. Ça va être essentiel à l'adoption de ces nouveaux outils et de ces nouvelles réglementations. Merci Bertrand. Et vous, Frédéric, parce que vous avez bien mis l'accent sur l'importance qui est la réglementation, mais également les moyens qui sont donnés à une banque comme la vôtre, à la fois pour la mise en place de vrais modèles économiques, des solutions pan-européennes qui sont aussi autour de l'identité numérique. On ne le parle pas beaucoup, mais c'est un aspect qui permet de converger de plus en plus la sécurisation de paiement, lutte contre la fraude, aussi l'instant paiement. Si vous pouvez nous détailler un peu plus votre positionnement. Donc, moi, je pense qu'on a besoin de deux choses. Hein. C'est un aspect stratégique et un aspect opérationnel. L'aspect stratégique, c'est les bonnes idées. L'aspect opérationnel, c'est les bonnes idées qui marchent et donc qui s'adressent au end-user. Hein, avec le digital dont je suis issu, hein, on sait que quelque chose qui n'est pas adopté par les utilisateurs à la fin, il n'y a pas de marché. Donc, si on n'arrive pas à faire quelque chose qui est adopté, on n'a pas de marché, on pourra avoir la meilleure stratégie possible, ça ne fonctionnera pas. Moi, je pense que ce qui est clé d'un point de vue stratégique, c'est la clarté. C'est pourquoi on est à fond dans EPI, parce que c'est clair sur IP ce qui se passe. Et nous, on joue le jeu à fond, on se met là-dedans. On a l'IP qui est solide, on peut construire par-dessus le projet. Et Martina, on a très bien parlé tout à l'heure. Le deuxième point hyper clé pour moi sur l'aspect stratégique, c'est la standardisation. Il ne faut pas qu'on recommence la DSP2, hein, parce que là, on va tous se perdre dans des connexions qui ne fonctionnent pas les unes avec les autres. Hein. Moi, je suis issu du monde des télécoms. Quand on disait compliance, ça voulait dire interfonctionne, hein, pas respectueux de toutes les règles, quoi. Hein. Voilà, donc je suis un peu là-dedans. Et les paiements, c'est de la tech, c'est des investissements et c'est de l'innovation. Donc il faut vraiment que ces sujets de standardisation, ils sont fondamentaux. Et le dernier point, alors vous allez me dire c'est une tarte à la crème, mais c'est le level playing field. Moi, ce que j'ai vu dans l'euro digital, les obligations qui incombent aux banques comparées aux autres acteurs, elles sont hyper importantes. Donc ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple aussi qu'on a de level playing field en Europe, qui est à peu près clair, hein, c'est l'ouverture des antennes NFC des smartphones, hein, qui est un débat qu'il faudra traiter. Donc ça c'est les aspects stratégiques. Sur les aspects opérationnels, donc des usages clairs. Je vais revenir sur l'euro digital. Pour moi, les usages ils sont pas hyper clairs, ou en tout cas le besoin, je trouve que c'est un copycat de celui de EPI, donc je vois pas ce à quoi il répond en plus. Donc voilà, avoir des usages clairs, la confiance. Donc je pense que ça c'est un truc qu'on a super bien réussi avec DSP2 et le SCA, j'en ai parlé tout à l'heure. Je parle pour mon groupe, hein, mais et puis en plus c'est moi qui l'ai fait, donc je sais ce dont je parle. Mais on a équipé 25 millions de personnes avec un système d'authentification forte pour payer, hein, sans finir dans le journal, comme quoi ça marche pas, que c'est infernal. Voilà, hein. Nous on a 13 millions de personnes qui utilisent régulièrement donc leur carte et une application mobile. Et les applications mobiles, c'est vraiment des gros assets des banques sur lesquelles on peut construire cette confiance. Il faut construire dessus. Et sur le dernier point, sur la Sécu, nous on est responsable donc d'authentifier les transacts. Et c'est compliqué de confier à un outil qu'on maîtrise pas la validation de nos opérations. Et DIW, on le maîtrise pas. Voilà. Donc en fait, on confie à DIW, on lui délègue l'authentification de nos opérations. C'est quand même un saut
un acte de confiance assez fort. Moi, je pense que comme tous ces outils, et on le sait, après qu'on a fait des SP2, les gros enjeux, ils sont à l'enrôlement. Il faudra que le DIW il sera aussi sûr que l'enrôlement sera bon dans cet outil. Donc, tout à l'heure, on dit que les opérateurs mobiles, il faut qu'ils s'y mettent. Mais globalement, si on confie notre sécurité aux opérateurs mobiles, on aura la qualité de sécurité du CRM des opérateurs mobiles. Et puis eux, ils font pas de KYC avant de donner des cartes SIM. Hein. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit hyper attentif sur DIW. Moi, je trouve que DIW, c'est un super outil pour faire de l'entrée en relation, qui permet de vérifier l'identité de manière très solide, qui permet peut-être aussi à des clients qui ont perdu leurs identifiants de les retrouver sans avoir besoin de retourner dans l'agence, etc., et d'avoir une identité numérique. Et globalement, je pense qu'en France, on n'est vraiment pas en avance sur les sujets d'identité numérique, et DIW, ça va faire beaucoup de bien là-dessus. Je pense que c'est un outil d'identité. De là, en vouloir faire un outil d'authentification forte pour les opérations de paiement, faut voir si ça va bien fonctionner pour ce faire, quoi. Merci. On a un position paper que nous avons fait avec la Fédération nationale des tiers de confiance numérique, qui est dans le dossier qui a été remis ce matin, et nous en parlerons cet après-midi. Gabriel, on voit bien que dans ce paquet qui nous est proposé, il y a des timings un peu différents. On a d'abord tout le paquet autour de la DSP, Listen Payment, tous ces sujets-là, y compris le cours légal du cash. Et puis on a autour, comme on vient de le dire, toute une série de textes qui tournent autour du numérique et qui touchent aussi les paiements. Est-ce que c'est pas l'occasion de faire un truc un peu plus à bord carré de ce côté-là, pour qu'une fois pour toutes, on ait bien une vision et de long terme, y compris pour les investissements, parce que tout ça, c'est des investissements qui vont être faits. Donc, il faut remettre tout ça dans un cadre et éviter qu'on se disperse, parce que ça peut coûter cher. De l'autre côté, il y a l'euro numérique, et là encore, on se dit, est-ce que c'est pas l'occasion de resituer ça dans le cadre d'abord du plan stratégique européen, et puis de l'évolution de ce que l'on veut faire en matière d'instruments de paiement au niveau européen et d'acteurs européens en matière de paiement, c'est-à-dire de remettre un peu de cohérence, et puis d'une cohérence à 7-10 ans, de façon à ce que les investissements soient bien à 7-10 ans et que tout le monde sache bien où on va, quoi. Voilà. Merci Hervé. Si je réponds juste oui, ça suffit comme non, oui, c'est pas... Merci. Et non. On fait comment d'ailleurs? Oui, merci. Non, blague à part, je pense qu'effectivement c'est une bonne manière de voir les choses. Alors moi je me méfie un tout petit peu d'une tendance qui est plutôt d'ailleurs une tendance des technos de Bercy ou d'ailleurs. N'attendons pas forcément un grand soir dans lequel on prendrait 2 ans pour se dire on met tout à plat et après on a un cadre complètement cohérent, parce que ça n'arrivera probablement pas et on risque de se lancer. Il faut se méfier des exercices cathédrales qui prennent du temps. Pour autant, c'est vrai que qu'on le prenne, quels que soient les aspects par lesquels on le prenne, là on a sur un intervalle de 3-4 ans un peu toutes les briques nécessaires pour se dire qu'ensuite on en aura pour une bonne dizaine d'années de visibilité et de stabilité. Je les prends dans le désordre, mais surtout ce qui est prise en compte de la régulation du monde numérique de manière générale, pas sous l'angle seulement paiement et financier. Bon, on a un cadre qui vaut ce qu'il vaut. Alors le GDPR, il vit sa vie et on commence à voir les défauts et aussi la manière dont ça peut être utilisé. Mais avec DMA et DSA, on a quelques outils maintenant européens pour traiter la problématique plateforme. Et honnêtement, c'est quand même quelque chose d'intéressant et qui va donner des leviers. Et il y a des leviers en lien avec les interactions de plus en plus et l'appétit de certaines plateformes issues de l'e-commerce ou autres pour venir sur le secteur financier. On n'a pas trop parlé de MiCA et c'est pas la peine d'en parler trop aujourd'hui, mais malgré tout, on a un sous-jacent de régulation sur les cryptos qui fait que le jour où les promesses des cryptos sur certains segments de marché se réaliseront
et des technologies blockchain sous-jacentes, on a une base qui est raisonnablement cohérente, en tout cas dans l'esprit, avec toutes les régulations en matière de paiement et les régulations en matière de secteur financier en général. Et le paquet d'hier, donc je ne reviens pas sur DIW, le paquet d'hier, alors qui va prendre un peu plus que 6 mois à être négocié, hein, soyons clairs, moi je ne m'attends pas à ce que aucun de ces textes, alors instant payment oui, et on espère, mais c'est une brique quand même assez ciblée. Pour tout le reste, on a quand même de fortes chances que tout ça se termine avec le nouveau Parlement européen post-élection européenne. Enfin, on va voir comment ça marche, mais je suis assez peu, je mets assez peu d'espoir dans le fait que ça aille plus vite. Et entre nous, je suis pas certain que ça soit bien qu'on aille forcément beaucoup plus vite. Il faut juste pas que ça s'ensable. Et donc de ce point de vue-là, une fois qu'on aura mis sur pied une DSP3 PSR bien articulée, et comme je disais, pour moi, vraiment le cœur du réacteur, il va être là-dessus. Et la manière dont on va construire l'euro numérique va prendre en compte cet équilibre global sur le marché des paiements. Et bon, l'open finance, je le mets un peu de côté parce que j'ai un petit peu plus de scepticisme méthodologique, on va dire, sur notre capacité collective à créer un cadre opérationnel rapidement. Pour autant, c'est bien de commencer à se colter à la question. Et donc tout ça, oui, Hervé, normalement, il faut espérer qu'à horizon 2-3 ans, ça fasse un cadre qui soit stable et cohérent. Je vous cache pas que on voit déjà qu'il y aura, au-delà des textes sur la table, il y aura forcément plein de fixes techniques à faire, parce que les correspondances entre les différents textes, si je reste sur le secteur des paiements, sont pas forcément toujours très très bien pensées dans les propositions de texte faites par la Commission. Alors je veux pas leur jeter la pierre, mais on est quand même en fin de mandature, et donc il y a toujours un peu le phénomène de on se dépêche de sortir avant que les commissaires soient plus là, que les parlementaires européens partent en campagne, et tout n'est pas de la belle ouvrage légistique dans ce qui est fait. Mais c'est pas grave, on va prendre le temps entre co-législateurs d'y travailler. Mais très clairement, sur les solutions de paiement, entre ce qu'il y a, le cadre MiCA, le cadre DSP et la place que potentiellement on voudrait donner à l'euro numérique, on devra forcément y revenir dans du niveau 2, dans des RTS, dans la prise en compte d'expériences industrielles pour voir comment l'articuler. Donc le message à passer là-dessus, c'est continuer à nous harceler, à nous dire mais vous êtes gentil, mais vous faites une belle cathédrale théorique, mais en fait ça ne marche pas. Voilà, parce qu'on aura vraiment besoin de ce feedback-là si on veut éviter d'avoir en gros un nouveau paquet paiement dans 5 ans. Parce que l'objectif, ça serait que on se donne en début de prochaine mandature européenne 2 mandatures pendant lesquelles on touche quasiment plus au cadre réglementaire et législatif en matière de paiement, que ce soit sous l'angle crypto, que ce soit sous l'angle monnaie publique, que ce soit sous l'angle cash ou que ce soit sous l'angle paiement numérisé, pour pouvoir laisser l'industrie se développer. Et je termine du coup sur cet aspect-là. C'est que vraiment, encore une fois, honnêtement j'insiste sur le fait que du point de vue des autorités publiques, c'est nouveau par rapport à l'approche qu'on pouvait avoir il y a 12, 13, 14, 15 ans. Vraiment, la dimension industrielle, elle est absolument fondamentale dans la manière dont nous, on voit les choses. Et de ce point de vue-là, pour dire un tout petit mot sur le sujet de confiance et de sécurité, j'entends bien le point fait par mon voisin de gauche sur la problématique telco. Je pense qu'il va falloir effectivement, c'est pas trop touché dans la proposition de texte, mais je pense que ça sera une des questions qui va être soulevée dans les débats au Conseil. Il faudra qu'on se pose la question de comment on aborde ça. Je prends un autre angle. Moi, à titre de consommateur, je trouve très 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 frappant que l'interface, la marque qui apparaît pour le consommateur soit parfois prise dans la chaîne de la responsabilité, parfois pas. Alors, mes équipes m'ont expliqué plein de fois de manière très technique et très très convaincante la différence, par exemple, entre la solution Apple Pay et la solution Google Pay, qui sont pas traitées de la même manière d'un point de vue de responsabilité. Honnêtement, du point de vue du consommateur, ça n'est pas compréhensible. Donc, un autre des débats typiquement qu'on va avoir va être dans la DSP, est-ce que en termes de chaîne de responsabilité, il faut pas dire, à partir du moment où il y a un nom connu qui est celui que le consommateur voit, il faut qu'il y ait une forme de responsabilité, directe ou indirecte, pour ce nom-là. Donc je mets ça sur la table. Et du coup, c'est pas seulement une question de est-ce que les établissements de paiement remboursent ou remboursent pas. C'est qui se sent une responsabilité et la responsabilité d'y mettre les moyens pour que
s'il y a un problème, ça c'est le point de vue du régulateur, s'il y a un problème avec une solution de paiement bidule, on se retrouve pas à dire au consommateur, bah, désolé, en fait, c'est pas une grande marque à la pomme ou autre qui est responsable, c'est une chaîne d'établissements qui sont un peu partout en Europe et qu'on saura jamais récupérer et qui n'ont pas forcément les reins assez solides pour exercer la responsabilité. Donc ces questions-là, elles sont complètement propres à l'âge numérique et elles sont un peu nouvelles et l'idée c'est bien de prendre le temps sur la négociation des textes pour les traiter. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et cet après-midi, on va justement aborder 3 ou 4 sujets pour essayer de clairer ces débats par rapport à des questions clés, notamment sur la sécurité dans les paiements. Corinna. Oui, et si on continue, donc je me retourne vers Fanny et ensuite, bien sûr, vers Jérôme. Pour savoir, vous, comment vous voyez est-ce que tout ce paquet de dossiers réglementaires va bien contribuer à la construction de l'Europe? Est-ce qu'il y a des étapes à prévoir? Est-ce que pour vous, il y a des éléments importants, certains sont plus importants que les autres? Voilà, quelles sont vos attentes vis-à-vis de tout ce cadre réglementaire qui est sorti hier? Merci beaucoup, Corinna. Sur les opérateurs télécoms, je rebondis. Enfin, je pense qu'on est entièrement d'accord. Moi, quand j'ai lu les textes, ça m'a frappé. On les cite, mais en fait, ils ont quasiment aucune responsabilité derrière quand on lit les textes. Et on est aussi dépendant des opérateurs de télécom, puisque l'authentification forte, elle est faite par les banques, mais il y a les opérateurs de télécom derrière. Et accessoirement, la directive dit qu'on pourra faire nous-mêmes de l'authentification forte. Et on le voit quand on essaie de résoudre les problèmes techniques, que l'opérateur télécom, il est là sans être là. Et c'est un vrai challenge. Sur le remboursement, je comprends. Nous, je rappelle qu'on est quand même régulé par la CPR, donc, voilà, en termes de, c'est plus que du remboursement, c'est des garanties, c'est des fonds propres, ce sont des assurances. Donc, c'est pas anodin. Et là aussi, les opérateurs de télécom, je pense pas qu'il y ait l'équivalent. Donc, voilà, en termes de responsabilité, on n'est pas égalité. Donc voilà, je pense que c'est important de le dire. Sur la standardisation, peut-être un mot optimiste. Je rejoins ce qui a été dit sur la standardisation et j'ai entendu qu'on disait que ça marchait pas. Très honnêtement, nous, les API, je pense qu'on est assez clair pour dire que ça marche de mieux en mieux et que ça marche particulièrement bien en France. Je vais le dire. Peut-être notamment parce que la FEPAM a contribué aux travaux, mais c'est une réalité et il y a quand même plein d'établissements, de nombreux établissements qui les utilisent au quotidien, qui font un business avec, qui ont des revenus avec. Donc, c'est vrai que les textes qui sont sortis, encore une fois, moi, je pense qu'ils ont surtout le mérite de la clarté. Il s'agissait pas forcément de dire ça va pas, donc on fait des textes, mais plus on les met à plat, voilà, de manière claire et transparente pour les 28 pays de l'Union européenne aussi, parce que parfois, en fonction des pays, c'était pas exactement la même chose. Mais le train est en marche et voilà, et je pense que ça fonctionne, qu'on utilise au quotidien les API mises à disposition par les banques. Et voilà, il n'y a pas, et c'est quand même que du positif. J'ai envie de rajouter un mot sur l'innovation. C'est un sujet que je vois avec l'Eurodigital. La DSP2, en fait, il y a d'abord eu de l'innovation et des use cases et des business cases. Et le régulateur est arrivé parce qu'il s'apercevait qu'il y avait des nouveaux acteurs. Il savait pas si on arrêtait l'activité ou si on la régulait. Il a choisi de la réguler. Donc, en fait, la DSP2, ça a d'abord été les usages et ensuite la réglementation. L'Eurodigital, j'entends parfois qu'on devrait peut-être ne rien faire parce qu'on n'a pas encore les usages et qu'il faut qu'il y ait les usages avant la réglementation. Pour travailler dans une fintech, j'ai envie de dire, peut-être que l'innovation se fait de deux manières et en parallèle. Parfois, c'est vrai qu'il n'y a pas de texte et donc il va y avoir l'innovation et donc le régulateur va arriver. Mais parfois, c'est aussi le texte et je pense que Fintecture qui va créer l'innovation. Fintecture a été créée parce qu'il y avait la DSP2 par exemple. Donc c'est le texte qui a créé l'entreprise. Et donc l'idéal, je pense, c'est d'essayer de tout concilier, à la fois prendre en compte les use cases s'il y en a, quand on écrit le texte de l'Eurodigital et de nouveaux textes, mais ne pas se dire il n'y a pas d'usage, il n'y a rien, il n'y a pas de besoin, donc je fais rien. Parce que peut-être que le fait de tenter de faire quelque chose, ça va donner des idées, ça va créer des opportunités. Par contre, voilà, le faire en bonne intelligence et dans le dialogue avec tous, parce qu'il faut que ça soit idéalement adapté, sécurisé, bien évidemment.
Donc voilà, c'était les quelques mots que je voulais faire passer. Et je pense que ça marche, que ça va dans la bonne direction. Et après, c'est difficile pour tout le monde et c'est juste pour moi normal. J'ai l'habitude de dire que nous sommes dans une industrie qui se transforme. Et donc, quand une industrie se transforme, on peut pas du jour au lendemain avoir des textes qui fonctionnent, des outils techniques qui fonctionnent, une sécurité optimale. Ça se transforme. C'est parfois un peu dans la douleur pour tout le monde, mais à la fin, c'est quand même bien que ça bouge et que ça bouge en Europe et que nous soyons pas tous immobiles, notamment quand on voit toutes les nouvelles technologies qui arrivent. C'est quand même bien, voilà, d'essayer de les intégrer. La rémunération, on n'en a pas trop parlé pour qu'il y ait des business cases de part et d'autre. Je pense que la FEPAM est très clairement favorable à des modèles de tarification et une rémunération pour tous. Nous, on a toujours supporté le SPA au niveau français, au niveau européen. Je pense que vous doutez que c'était pas très simple d'expliquer à des fintechs qu'il fallait adhérer au Conseil européen des paiements et adhérer à un scheme pour pouvoir faire avec les banques un modèle dans lequel les banques pourraient se rémunérer. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été aussi une transformation côté fintech. Mais je pense que le fait qu'à l'EPC, vous ayez l'OTPPA, l'Association européenne des TPP qui est membre, l'EPIF, l'Association européenne des paiements, ça veut dire que c'est aussi une prise de conscience des fintechs et des établissements de paiement pour un partage équilibré des richesses. Donc voilà, je souhaitais quand même le dire. Merci Fanny. Jérôme, votre réaction? Je vais juste me focaliser sur les paiements, sans donc en ne parlant pas de l'open finance et du texte FIDA, en me concentrant vraiment sur la DSP3 et puis sur je dirais la finalisation en fait d'un paquet sur les paiements, parce qu'on a depuis quelques années maintenant, on a développé au niveau de l'EPC le virement SEPA, le prélèvement SEPA, le virement instantané, qui sont des standards européens, donc qui assurent la souveraineté européenne dans les paiements sur la base de ces schemes, qui sont opérés par des infrastructures européennes. Alors ça peut être TIPS, ça peut être STET, ça peut être d'autres CSM. Donc je dirais on a les briques fonctionnelles pour répondre au sujet de souveraineté. Il y a eu à la précédente table ronde, et puis Gabriel en a parlé, et je pense que Frédéric, qui est en charge pour BPCE de développement, c'est le sujet de la cohérence. Quand on aborde les sujets de paiement, on est sur une industrie de flux, sur des investissements qui sont colossaux, qui prennent du temps et qui nécessitent effectivement qu'il y ait une cohérence et une trajectoire assez bien définie. On avait compris, alors peut-être un peu naïvement, que cette stratégie elle avait été définie par la Commission européenne il y a de cela 2 ans avec la stratégie retail, et qu'elle s'appuyait sur le virement instantané. Ce à quoi on s'est pleinement, qu'on a pleinement accueilli, je dirais, favorablement avec le développement de l'instant payment. Voilà, on constate, et Frédéric en a parlé tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui il y a encore des banques qui ne sont pas atteignables en Europe. Donc voilà, il y a encore un travail à faire. Mais en France, en tout cas, toutes les banques françaises, elles sont atteignables et elles font du virement instantané. On s'est tous impliqués au niveau national, enfin les grandes banques françaises, dans le projet EPI avec des industriels, avec Worldline, avec Nexi, qui le sous-jacent d'EPI, c'est le virement instantané. On s'est inscrit à la fois dans la stratégie définie par la Commission européenne sur le développement du virement instantané, dans un vrai projet industriel qui répond alors là à plusieurs choses. Martine en a parlé tout à l'heure, à des projets d'innovation, c'est-à-dire on apporte quelque chose aux commerçants, on apporte quelque chose aux consommateurs, avec en plus une assise de souveraineté européenne. Donc on répond, je dirais, on coche toutes les cases. Tout à l'heure, Bertrand a expliqué que sur l'euro numérique, il ne percevait pas encore ce que ça apportait aux commerçants et ce que ça apportait aux consommateurs. Bon, ben voilà, on a résumé la chose. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, moi, je veux bien qu'on crée des textes et qu'on se dise, le texte va permettre de l'innovation. Alors, Fanny a raison. Dans le cadre de la DSP2, oui, parce qu'en fait, la DSP2 crée l'ouverture et l'accès à de l'information. Donc, effectivement, plus vous partagez de l'information, et plus, effectivement, vous pouvez imaginer qu'il y a une création de valeur, une création d'innovation. Là, en l'occurrence, on crée rien. Enfin, je veux dire, l'euro numérique, c'est la solution qui cherche son problème. C'est-à-dire que, comme l'a dit tout à l'heure Gabriel, Sébastien Raspillet est intervenu en keynote, il a expliqué que personne se plaignait des moyens de paiement. Il y a pas de consommateur qui réclame un euro numérique, un euro digital.
Et quelque part, l'euro numérique, il existe déjà. Hein. C'est du virement instantané, c'est paiement de la carte, c'est déjà de l'euro numérique. Et comme on l'a aussi expliqué, cet euro numérique sur les sujets de questions à la fois de souveraineté, l'euro numérique des banques commerciales, il est souverain. Il y a 430 banques en Europe qui sont supervisées par un superviseur européen, les règles de Bâle III. Donc je dirais, cette question de sécurité sur le moyen de paiement, elle n'existe pas. Elle n'existe pas en Europe. Et la question de se dire que l'euro numérique répond à ce souci-là, c'est une erreur de raisonnement profonde. Lorsqu'il y a des bank runs, le client, il ne va pas chercher la signature de Christine Lagarde pour les nouveaux billets, de Mario Draghi pour les billets les plus anciens. C'est pas ça qui sécurise. Ce qui sécurise, c'est la matérialité du billet. Ni plus ni moins. C'est d'aller rechercher 200 € au distributeur et de se dire maintenant, si le système s'écroule, j'ai quand même mes 200 €. Donc avec l'euro numérique, cette sécurité n'existe pas. Donc le sujet de l'euro numérique, bon, on comprend que la Banque centrale arrive sur sa feuille de route. La Commission européenne vient préciser certains aspects. Il y a des sujets de concurrence. L'euro numérique se présente comme un ancrage monétaire. Puis finalement, au fur et à mesure des mois, ce n'est plus uniquement un sujet de monnaie, c'est un sujet de paiement, d'instruments de paiement, et donc qui entre en concurrence avec les moyens de paiement qu'on développe. Avec un biais concurrentiel de notre point de vue, c'est qu'avec le cours légal, les commerçants seront obligés d'accepter l'euro numérique, quand aujourd'hui EPI doit aller chercher et convaincre les commerçants d'accepter EPI. Donc là, on a quand même un biais important en termes de concurrence, nous semble-t-il. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Moi, je me tourne vers Frédéric, mais je ne connais pas de sujet d'infrastructure de cette nature qui ne coûte pas d'argent. Donc là, on en revient aux problématiques qu'a évoquées Marc-Henri Desportes tout à l'heure. Des projets d'envergure nécessitent beaucoup d'investissements. À cela s'ajoutent en fait les projets propres à chaque établissement dans un marché concurrentiel qui sont les projets d'innovation. Les banques n'ont pas vocation à uniquement développer que de la réglementation. Les banques arrivent à innover, enfin l'ensemble du secteur arrive à innover sans qu'il y ait une réglementation. Et je pense qu'il faut qu'on appréhende quand même c'est pour ça que je reviens au sujet de cohérence, c'est qu'il va falloir quand même, on peut pas demander à une industrie, là je vise plus loin que les banques, à l'industrie d'être innovante et de s'intégrer, de répondre à tous les objectifs, quand derrière on lui demande aussi d'investir sur quelque chose qui n'a aucun fondement, au moins en termes de besoins de marché et de réponse à une problématique qui n'est toujours pas posée. La problématique, on peut l'entendre, c'est une problématique de souveraineté européenne. Nous, on dit depuis 3 ans que le sujet de la souveraineté européenne peut être défendu et peut être assuré différemment. On a toutes les briques fonctionnelles au niveau de l'EPC, on les a développées depuis 15 ans. Toutes les banques qui ont attribué, toutes les administrations publiques ont développé les virements instantanés. Tous les commerçants acceptent les virements instantanés, les opérations de paiement SEPA. Tous les commerçants acceptent et ont fait ces développements. Et aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux travailler là-dessus et regarder comment on améliore le sujet. La DSP3 vient compléter aussi certains éléments, notamment au niveau de la fraude. Aujourd'hui, en France, nous, on porte un projet avec le Trésor, avec la Banque de France, sur justement un partage de données de fraudeurs, comment on peut améliorer notre système de connaissances et de partage d'informations de fraudeurs. Je vois que cette idée-là qu'on a portée au niveau européen est reprise dans la DSP3, donc c'est très bien. C'est comme ça qu'on va pouvoir progresser et avancer sur les sujets de paiement. L'euro numérique, bon, vous avez compris qu'on n'y était pas vraiment très favorable, mais je pense que on n'est pas les seuls. Dans la table ronde précédente, je pense qu'on a entendu quand même quelques réserves assez fortes. Et je suis pas sûr que la position française soit singulière. Quand on en discute, Rita est présente, donc on en discute à l'EPC, on peut même en discuter à la Fédération bancaire européenne. Bon, j'ai pas encore rencontré beaucoup d'industriels et beaucoup de communautés bancaires en tout cas qui soient vraiment fervents défenseurs de l'euro numérique. Merci Jérôme. Alors, il nous reste un quart d'heure, donc on voudrait garder 5 minutes pour une ou deux questions, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de nos amis veulent poser des questions. Et on va essayer de regrouper les derniers points. On voit bien, et Gabriel Cummings y a insisté, pour que ceci réussisse, il faut réussir le volet industriel. Et le volet industriel, c'est aussi le fait d'avoir des acteurs européens. D'avoir des acteurs européens qui soient à même
d'affronter ces sujets et d'apporter des solutions et de jouer l'économie d'échelle, comme le disait tout à l'heure Marc-Henri Desportes. Donc, comment faire pour soutenir les projets européens, comme on l'a vu tout à l'heure pour EPI, comment faire pour faire naître un certain nombre d'acteurs européens qui vont permettre d'unifier un peu les solutions et dépasser les fragmentations du marché. Je pense que pour vous, Bertrand, c'est un sujet important parce que vous représentez le commerce. Comment voyez-vous cette question de l'unification et du soutien aux grands projets européens ? Oui, je vais redire, beaucoup de choses ont été dites, donc je vais un petit peu répéter, mais moi je reviens, c'était dit, je l'ai dit tout à l'heure, aux usages. Les usages vont être quelque chose de fondamental. Or, en Europe, on a des cultures effectivement très différentes en matière de paiement et de commerce. Il y a des pratiques différentes en Allemagne, en France, dans les pays nordiques, en Italie, en Espagne. Et il faut une certaine agilité à tout ça pour que ça fonctionne. Il faut une agilité. Il en va de la réglementation comme dans nos entreprises, un besoin d'agilité, d'évaluation des résultats et de correction. Les textes doivent donner le cadre. Et puis, on ne doit pas freiner l'innovation. Mais là, très clairement, sur les projets qui ont été publiés hier, je reviens sur ce besoin de clarification. L'euro numérique, pour nous, effectivement, entre un peu en conflit avec le projet EPI. On a misé, on commence à avoir des cas d'usage dans le commerce, même s'ils sont encore marginaux, mais Fanny pourrait en parler aussi bien que moi, dans le grand commerce, des cas d'usage de remboursement, des cas d'usage de panier élevé, des cas d'usage... Ils sont nombreux dans le commerce, mais aussi dans l'économie, dans le monde de l'assurance. On l'a vu dans un certain nombre de choses qui se sont multipliées ces dernières années. Donc tout ça avance et c'est de bon augure. Il faut raison garder effectivement dans cette réglementation. Moi, j'approuve effectivement que cette approche soit industrielle plutôt que purement réglementaire. Il faut rester extrêmement concret et revenir et partager, échanger avec les acteurs, pas seulement les acteurs des banques mais également les commerçants qui vont pouvoir contribuer à définir un petit peu la feuille de route de tous ces instruments de paiement qui arrivent. L'instant de paiement est effectivement un rail de paiement auquel on croit beaucoup. Il y a des couches servicielles à y apporter. EPI répond en partie à la question et on va soutenir ce projet. Mais il ne faudrait pas qu'il entre en conflit avec effectivement d'autres projets européens tels que l'euro numérique qui, à notre sens, est quelque chose qui reste encore un petit peu flou dans notre esprit. Voilà. Alors, effectivement, Frédéric, votre réaction sur, d'une part, le soutien à EPI et d'autre part, la création d'une logique industrielle au plan européen. Bizarre qu'on pose la question de notre soutien à EPI, parce qu'on est... Vous êtes un acteur. Voilà, et je l'ai dit, je le redis. Non. Que faut-il faire pour que ce projet puisse réussir ? Est-ce que les pouvoirs publics européens ont effectivement quelque chose de particulier à faire ? Pour le moment, c'est une initiative privée. Tout le monde dit on le soutient, mais y a-t-il des actions particulières à entreprendre ? Là, on est en train de construire les solutions. Ça va sortir l'an prochain sur les échanges interpersonnels. Les paiements entre les particuliers et les pros. Moi, je pense que le grand enjeu, il va arriver quand il va y avoir des paiements e-commerce et en proximité, parce que les premiers usages, je pense qu'ils sont assez installés avec nos clients, et si on leverage bien nos assets d'appli des banquiers, on va y arriver. Effectivement, nous, tout ce qui encouragera à l'adoption de pays par les marchands, voilà, je pense que ça va être ça le grand. Et pour convaincre challenge. les communautés nationales qui ne sont pas dans le projet, pour le moment, vous pensez que les pouvoirs publics peuvent faire quelque chose pour faire évoluer un peu la situation au plan européen ? Très honnêtement, je ne sais pas répondre. Il faudrait demander à Martina. Moi, je suis plutôt en train de le faire réussir, parce que je pense qu'il faut qu'on montre que ça fonctionne si on veut convaincre d'autres de le rejoindre. Voilà, il y a une force de l'exemple et comment dire, un devoir d'exemplarité pour nous qui sommes dedans. C'est la seule chose que je peux vous dire là-dessus.
il faut bien faire. Hein. Et je pense que l'IP, c'est un rail super intéressant pour monter beaucoup de services. Moi aussi, on est vraiment focalisé là-dessus pour que ça fonctionne, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on continue avec Fanny. Donc, Fanny, alors, quels sont vos positionnements sur qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir les grands projets? On vient d'écouter, on voit que la BPCE elle est très impliquée, on le sait tous, mais des côtés établissement paiement et établissement monétique, comment vous vous installez dans cette trajectoire de mise en place de ces grands projets qui sont l'EPI, l'euro digital, l'instant paiement? Alors merci. J'espère que vous me permettrez de ne pas être politiquement correcte alors que c'est la conclusion. EPI, pour nous, moi, à titre personnel, je suis toujours favorable aux projets européens et encore plus aux projets français, très clairement, avec d'autres pays. Donc je vais dire qu'à titre personnel, et en tant que consommateur aussi. Maintenant, EPI, j'ai envie de dire, répétons pas les erreurs du passé. Pour l'instant, c'est vu par les membres de la FEPA, mais comme les fintechs, comme un projet bancaire. Et pas comme un projet avec des banques, des établissements de paiement et ouvert à tous. J'ai entendu Martina et les problèmes qu'elle rencontre sur l'AML, on les partage totalement, les listes, etc., la fraude, je pense qu'on a des problèmes communs. Moi, j'ai envie de vous ouvrir notre porte. Peut-être essayer, si vous voulez que ce soit un succès, un grand projet, de ne pas en faire qu'un projet bancaire. Voilà. Notre porte est ouverte. Pour l'instant, c'est une réalité. C'est quand même un projet d'idée par les banques. Pour l'instant, vous vous doutez qu'il y a des réticences côté établissement de paiement. Et vous avez pu voir qu'on n'était quand même pas trop mauvais non plus pour agir au niveau européen et remonter nos points de vue. Donc peut-être qu'une des clés du succès, c'est d'être ensemble et voilà, de voir comment on peut contribuer tous ensemble au succès de ce projet et pas d'avoir d'un côté donc un projet qui est EPI, l'idée par les banques, et de l'autre nous des acteurs qui utilisons les rails, donc on va utiliser les schemes, on va essayer d'accéder aux infrastructures de paiement, c'est bien entendu aux mêmes conditions que les banques et bien entendu en prenant les mêmes risques, notamment pour les gros EP. Donc il y a d'un côté un projet, de l'autre les infrastructures, et si on pouvait tous converger, essayer de faire en sorte que tout fonctionne et pas juste un côté ou juste l'autre, et en général ce qui se passe, c'est malheureusement c'est un petit bout d'un côté qui se passe, mais dans la douleur, et un petit bout de l'autre, et là aussi dans la douleur. Je pense que ça serait tout à l'honneur de la place française, européenne, notamment vis-à-vis de l'international, parce que on n'est pas dupe, on voit aussi les acteurs européens, américains. Ils sont très actifs au niveau européen. Vous devez savoir qu'ils sont très actifs aussi dans certaines associations européennes dans lesquelles nous-mêmes nous sommes, Amazon Pay, etc. Je ne veux pas les citer, donc parce que parfois nous avons des intérêts communs. Donc, essayez de faire en sorte qu'encore une fois, on soit unis sur EPI. Et dans ce cas-là, je pourrais, à titre personnel, vous assurer de mon soutien. Mais pour l'instant, encore une fois, EPI pour nous, c'est un projet bancaire. Et donc, ce que j'aimerais, encore une fois, qu'on soit ensemble et pas avec des projets d'un côté ou de l'autre, qu'on ait une vision commune et qu'on essaie de tirer parti peut-être des difficultés du passé pour que le futur fonctionne. Pour que le futur fonctionne pour nous tous. Merci Famille. Et si on continue avec Jérôme, qui vous représentez la Fédération bancaire française, si vous pouvez compléter tout ce qui vient d'être dit à la fois par Frédéric, mais aussi par Fanny. Sans essayer de paraphraser, du coup, en fait, ce qui manque pour compléter, c'est peut-être laisser un peu de temps. Enfin, j'entends la remarque de Fanny sur, je dirais, le côté banco-bancaire du projet EPI. Déjà, avec des banques, il y a des industriels importants. Comme l'a dit Frédéric, le projet, la force de l'exemple est importante. C'est-à-dire que aujourd'hui, tant qu'il y a rien de sorti, ça reste un projet avec des idées, un plan de charge et un plan de développement qui est présenté. Et donc effectivement, on peut imaginer que ça va prendre du temps, on peut être réticent, on peut se dire que finalement aujourd'hui il y a déjà d'autres moyens de paiement qui répondent à certains usages. Et donc c'était important
que ceux qui sont impliqués dans EPI maintenant puissent développer. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail au niveau de la communauté bancaire, enfin les communautés bancaires qui sont engagées, les 6 banques françaises pour ce qui concerne la France. Et Worldline qui travaille également sur le projet. Maintenant, il faut délivrer, et le fait de délivrer et de répondre, c'est aussi une réponse qu'on apporte aussi dans le paysage, et je fais le lien avec l'euro numérique. C'est plus EPI se développera et répondra en fait aux attentes du marché avec des sujets d'innovation, et Bertrand en a parlé aussi, et moins on laisse d'espace à des projets plus ou moins facile à appréhender. Vous voyez de quoi je parle. Donc c'est aussi ça, c'est que il y a une feuille de route qui est fixée par IP, qui est ambitieuse, parce que développer et installer un moyen de paiement dans une gamme qui est déjà assez riche, c'est compliqué. La force d'EPI, c'est qu'on arrive avec des nouveaux cas d'usage, de la vraie valeur ajoutée, et qu'elle soit pour les commerçants et pour les consommateurs. Donc on traite les deux parties, les deux côtés du marché. Donc c'est ça qu'il faut faire, je dirais maintenant. Et quelque part, en fait, la surréglementation n'est pas pertinente parce qu'en fait, ça veut dire qu'il va falloir réinvestir sur la réglementation, c'est des coûts. Aujourd'hui, sur les paiements, on a déjà beaucoup de réglementation. Le package vient d'être complété. Il ne faut pas en surrajouter. Je pense qu'avec la DSP3, on va pas très loin on vient compléter, mais on vient pas surajouter beaucoup de choses. Donc je dirais, c'est très bien. Il y a des petits points de dialogue, on y reviendra. Mais je pense que Gabriel a expliqué que le temps législatif européen de l'année prochaine fera que vraisemblablement ces textes seront adoptés un peu plus tard. Donc ça laisse le temps de les analyser correctement, et effectivement de prendre le soin et la mesure de ce qu'on doit apporter au marché. En attendant, il y a des vrais projets qui sont lancés, et il faut laisser à ceux qui sont aux manettes de les développer et de les mener à bien. Alors, Gabriel, vous avez le mot de la fin, c'est conclure sur les perspectives, effectivement, et sur la façon dont vous voyez comment les choses devraient s'échelonner maintenant, à partir de maintenant, et ce qu'il faudrait faire, et ce que vous attendez aussi du marché, parce que peut-être qu'il y a l'aspect réglementaire, il y a aussi peut-être le marché qui pourrait contribuer à un certain nombre de clarifications. Merci Hervé. Alors je vais là encore beaucoup me répéter, je suis vraiment désolé, mais on n'est pas toujours très inventif au Trésor, donc je recycle. Et vous avez raison, la pédagogie c'est l'art de la répétition. Non, peut-être trois petits points rapidement sur le temps législatif et le temps de la négociation. Donc le paquet dont on parle a été proposé par le collège des commissaires au co-législateur hier. Ça va prendre un peu de temps d'analyse. Je préfère être prudent sur le rythme de travail sous présidence espagnole côté Conseil, parce que par ailleurs ils ont leurs élections à la fin du mois. Et bon, on a vécu ça nous-mêmes pendant la présidence française. Les administrations continuent à travailler, le Conseil continue à travailler. Pour autant, c'est sûr que faut le prendre en compte dans la capacité à élever certains sujets au niveau politique. Donc ça veut dire qu'il est quand même assez peu probable que les Espagnols puissent décanter l'essentiel de ces textes avant la fin de leur présidence, côté Conseil. Et côté Parlement européen, il y a des élections l'année prochaine. Donc en fait, en pratique, à partir de la fin de l'année, le rythme côté Parlement européen va beaucoup décélérer. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est forcément sur une conclusion du paquet plutôt en début de prochaine mandature. Et encore une fois, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose. Parce que on a là plusieurs des blocs qui permettront d'avoir un paysage complet. Je pense que ça vaut le coup de prendre plutôt 6 mois, 8 mois, 1 an de plus, et d'avoir quelque chose dont on se dit qu'il structurera, qu'il permettra de structurer le marché de manière robuste et en donnant de la visibilité pour 10 ans, que d'essayer d'aller vite, de se planter sur certains éléments et de devoir y revenir ensuite. Donc ça, c'est le premier point. Et d'une certaine manière, honnêtement, c'est la principale chose que les législateurs puissent faire
pour aider à l'émergence d'acteurs industriels. C'est-à-dire essayer de donner de la clarté dans la réglementation et d'avoir le temps d'avoir les retours de l'industrie. Deuxième point, je réaffirme ce que Sébastien a dit en keynote d'ouverture, c'est que, et je réinsiste encore pour la 4e ou 5e fois dessus, on va vraiment avoir une approche industrielle, et l'approche industrielle, c'est pas juste pour la beauté du geste, ou pas juste parce qu'on se dit que les industriels, je le dis au sens large, français de l'industrie des paiements aux différents maillons de la chaîne, ont moyen, parce qu'ils sont soit très agiles, soit très forts, de prendre des parts de marché européennes. Ça nous traverse l'esprit, évidemment, parce que c'est aussi de l'emploi, de la valeur ajoutée en France. On n'est pas, mais aussi parce que derrière, on y voit vraiment un enjeu à l'avenir de souveraineté européenne et d'autonomie européenne. Et autant, alors moi j'utilise assez souvent l'image de regarder sur les paiements, les seuls acteurs purement pan-européens sont en fait 2 acteurs américains, et ceux qui se positionnent, c'est peut-être demain PayPal ou d'autres. C'est forcer le trait, parce que c'est vrai particulièrement sur le segment des cartes. Le marché est d'abord essentiellement fragmenté sur une base nationale, et en France on peut pas dire, même s'il y a des articles de presse récents, que on soit en risque de perdre la main sur le marché par des acteurs français. Pour autant, compte tenu de la vitesse de transformation de l'industrie, il y a un vrai enjeu d'avenir, et c'est là-dessus qu'il y a une dimension régalienne qui est très importante. Donc je vous réaffirme, voilà, et je pense que Eric, après moi, refera la même chose, le fait qu'il y a un vrai soutien à EPI, il y a un vrai soutien à tout autre type d'initiative qui pourrait émerger, qui aurait une dimension pan-européenne. On dit pan-européenne pas par vision européenne béate qui ferait oublier le fait qu'on ait des autorités nationales françaises, mais parce que c'est la condition du succès demain. Et vous êtes les industriels du marché, vous le savez que le marché français il commence à être en taille sous-critique pour pouvoir peser à l'avenir, compte tenu de la taille des investissements, compte tenu de la circulation des données et compte tenu des autres acteurs non européens qui sont les concurrents sur le marché et qui ont vocation à animer le marché européen aussi. Troisième chose, et pour conclure, les textes viennent d'arriver. Pour partie, on découvre pas complètement intégralement ce qu'il y a dedans, encore heureux. Mais le mois de juillet, je pense, on va l'utiliser pour les décortiquer dans le détail et pour structurer la manière dont on va dialoguer avec vous. On va beaucoup utiliser, je pense, le CNMP, qui est une instance dont les groupes de travail technique fonctionnent plutôt pas mal. Donc on va s'appuyer sur l'infrastructure CNMP pour conduire les consultations de place et des différents acteurs qui vont nous permettre à nous d'élaborer les positions des autorités françaises et d'aller faire les négociations sur les différents textes. Et donc le message que je vous passe, c'est les forums institutionnels comme le CNMP et les forums comme le France Payment Forum, on compte vraiment sur vous pour nourrir les positions de négociation, parce qu'encore une fois, sur un certain nombre de sujets, les jeux sont en réalité assez ouverts. Et je pense qu'il faut arriver à démêler le temps législatif et le temps de la négociation d'un côté, et tout ce qui est le temps et la sphère de la communication publique de l'autre, auquel on participe aussi. Donc ce qu'on vous dit quand il y a l'expression des ministres ou côté commission, quand le vice-président Dombrovskis vous dit ce qu'il veut faire, c'est vrai. Ça dit quelque chose. Il ne faut pas le prendre, en tirer des conclusions sur la rapidité et les orientations précises sur les textes ensuite. Encore une fois, je pense qu'on en a pour 1 an et demi, 2 ans facile de négociation et de mûrissement des choses. Donc il faut qu'on se saisisse de ça. Et la place française au global, autorités publiques et privées, je pense qu'on est armé pour peser dans le débat, parce qu'on constate qu'on n'est pas tout seul. Et moi qui ai vécu avec joie le fait qu'on boucle, la présidence suédoise boucle le paquet de régulation bancaire BAL 3 il y a 2 jours, je peux vous dire qu'en matière de supervision, mon voisin de gauche le sait, on est beaucoup plus tout seul, nous Français, que ce soit l'industrie ou que ce soit les autorités publiques en Europe, que ça n'est le cas dans le domaine des paiements. Donc dans le domaine des paiements, on a vraiment moyen de peser de manière offensive et de manière positive, et on n'est pas uniquement sur des questions défensives, on serait tout seul face aux autres. Merci beaucoup. On peut applaudir nos orateurs, parce que vraiment, on voit bien comment les choses se présentent.